Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un projet ferroviaire qui fait beaucoup parler, le corridor de Lobito. Oui, bonjour. L'idée est assez impressionnante, hein. Relier l'Atlantique à l'océan Indien. C'est ça. En traversant l'Angola, la RDC, la Zambie, une ambition transcontinentale. Tout à fait. Et on a regardé pas mal de choses pour préparer ça. La presse, locale, internationale, des analyses géopolitiques, des ONG aussi. Oui, comme la coalition africaine sur les minerais verts. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce qui se joue derrière les annonces officielles. Exactement. Comprendre les ressorts économiques, géopolitiques, les intérêts de chacun, quoi. Alors concrètement, c'est quoi ce corridor? Une ligne de chemin de fer? Oui. Le cœur du projet, c'est à peu près 1300 km. Ça part du port de Lobito en Angola pour aller vers les régions minières. Ah oui, le Katanga en RDC, la Copperbelt en Zambie. C'est ça. Mais l'ambition est plus large. On parle d'une extension possible jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie. En se connectant à une ligne qui existe déjà, la Tazara. Précisément. Et là, on arriverait à presque 4000 km. C'est colossal, hein. Et techniquement, c'est du neuf ou de la rénovation Un peu des deux. On modernise des lignes anciennes, comme le chemin de fer historique de Benguela. qui date? Ah oui, d'ailleurs, la partie angolaise, elle, a déjà été refaite par une entreprise chinoise, CR20. Elle est opérationnelle depuis 2019. D'accord. Et l'objectif numéro un, c'est clair, sortir les minerais. Bah oui, c'est l'objectif affiché principal. Le cuivre, le cobalt, tout ce qui est essentiel pour la fameuse transition énergétique mondiale. Faciliter l'exportation. Mais on entend aussi parler d'autres bénéfices indirects. Moins de temps de transport, désengorger d'autres ports. Oui, c'est présenté comme une alternative plus rapide au port de Tanzanie ou de Durban en Afrique du Sud. Et puis, stimuler le commerce régional, l'agriculture. Le président Tshisekedi a même évoqué des dizaines de millions d'emplois potentiels. Ça paraît énorme. C'est une promesse majeure, oui. Intégrer les PME locales, peut-être même transformer certains pays en exportateurs de nourriture. Bon, ça reste à voir, évidemment. Et qui paye pour tout ça? Le financement, c'est souvent le nerf de la guerre. Ah, le financement. C'est là que ça devient particulièrement intéressant et complexe. On a beaucoup entendu parler des États-Unis. Oui, l'administration Biden avait annoncé 600 millions de dollars via le PGGI, c'est ça? Le partenariat pour les infrastructures mondiales. Exactement. Un soutien qui a été réaffirmé sous Trump en se concentrant sur la RDC. Mais bon, il y a toujours des questions sur les montants réels qui arriveront et surtout la continuité politique américaine. On sait comment ça peut changer. Mhm. Et l'Europe, elle est où là-dedans? L'Union européenne est partenaire aussi, via ce même PGGI. Il y a un accord avec la Banque africaine de développement, la BAD. Mais c'est concret. Certains analystes, comme ceux de l'OCDPM, un think tank européen, ils émettent des doutes sur la clarté, la réalité de ces investissements européens. C'est encore un peu flou. D'accord, donc US, UE, la BAD aussi, l'Africa Finance Corporation et le secteur privé. Ah oui, très important, le privé. Il y a un consortium, l'Obito Atlantic Railway. Dedans, on trouve le négociant suisse Trafigura, le constructeur portugais Mota Injil et un opérateur belge, Vecturis. Et ils ont une concession. Oui, 30 ans, avec un investissement prévu d'environ 535 millions de dollars. Et il ne faut pas oublier le port de Lobito lui-même. Ah oui, le terminal Libaï. C'est ça. La concession est détenue par le groupe français AGL, Africa Global Logistics. Eux, ils prévoient 100 millions d'euros d'investissement. Ça fait beaucoup d'acteurs occidentaux. Ce qui m'amène à la question. Et la Chine? Voilà. La Chine, elle a construit la section angolaise, on l'a dit, et elle est archi présente en RDC, notamment via les accords miniers SICOMINE. Donc comment ça s'articule? On présente souvent ce corridor comme une réponse des USA et de l'Europe à la Chine, à ces nouvelles routes de la soie. C'est le narratif dominant, oui. Une compétition géopolitique. Mais il faut nuancer, je pense. C'est-à-dire? Pour l'Angola, par exemple, la Chine reste un partenaire majeur, incontournable, malgré l'endettement. Le présenter juste comme un projet anti-Chine, c'est un peu simpliste. Et ça occulte un peu l'agence des pays africains eux-mêmes. Qui choisissent leurs partenaires en fonction de leurs intérêts? Exactement. D'ailleurs, des analyses chinoises, de l'université de Tsinghua par exemple, suggèrent que les USA auront du mal à rivaliser sur la durée. Manque de constance, trop de conditions. Et le paradoxe, c'est que si le corridor va jusqu'à Dar es Salaam, sur l'océan Indien, Eh bien, mais... il pourrait tout à fait servir à exporter des minerais, devinez où? Vers la Chine. Ah oui, d'accord, Ce qui montre bien la complexité. tout à fait. C'est pas noir ou blanc. Sur le plan géopolitique, oui, il y a une lutte pour l'accès aux ressources critiques. Mais faut aussi voir l'impact sur la stabilité régionale, hein, notamment dans l'est de la RDC. Tout ça soulève quand même des questions importantes, non?
La transparence, par exemple. Oui, la coalition d'ONG africaines, la GCM, demande à ce que les accords signés soient publiés. C'est une demande légitime. Et puis, est-ce que c'est viable? Est-ce que les investissements vont vraiment suivre, surtout côté RDC, où c'est plus compliqué? Est-ce que les trois pays vont réussir à se coordonner politiquement? Ce sont les grands défis. Les CDPM, encore eux, insistent beaucoup là-dessus. Pour que ça marche, il faut une vraie appropriation par les pays africains. Que ce ne soit pas juste une infrastructure pour sortir des ressources au bénéfice d'intérêts extérieurs. C'est tout l'enjeu. Est-ce que ça deviendra un vrai moteur de développement régional, contrôlé localement, ou juste une voie d'exportation? En résumé, donc, un projet énorme, le corridor de Lobito, plein de promesses de développement, mais aussi au cœur d'une compétition géopolitique intense pour les minerais et des questions clés sur la gouvernance, la transparence et la souveraineté africaine. Restez avec nous pour suivre les propos de l'ambassadrice américaine Lucie Tamlin, reçue par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba pour discuter du corridor de Lobito. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à votre chaîne Tous Abusi. Et on vous laisse avec cette réflexion. Au-delà de la rivalité affichée entre grandes puissances, ce corridor peut-il vraiment, au final, être un projet piloté par et pour les Africains? C'est la grande question. Merci de nous avoir suivis. En fait, on est venu s'entretenir avec le ministre du Transport, avec mon collègue l'ambassadeur de l'Union européenne, pour renouveler le soutien les États-Unis et aussi, lui, il va parler pour les États européens par rapport à l'accord de Lobito et aussi pour échanger par rapport aux prochains pas. Donc voilà, en gros, c'était le contenu de la... Vous savez, quand on parle d'un projet si stratégique, il faut aussi relativiser les temps. Et justement, c'est pour ça que Madame l'ambassadrice des États-Unis et moi-même, nous sommes venus ce matin. Il y a un travail qui a commencé depuis quelques mois. Et aujourd'hui, c'était pour continuer à donner suite. Et on va évidemment monter bientôt des progrès. Et ces progrès ont beaucoup à voir, pas seulement au développement, aux réhabilitation de la voie ferrienne, mais aussi à un projet de développement intégral de toutes ces parties du pays, à l'intervention du secteur privé. On est complètement ensemble avec les autorités en faveur de donner un rôle prioritaire au secteur privé. Il y a beaucoup de questions sur le financement, par exemple, avoir un cadre de financement plus ou moins stable. Ce matin, on a énormément avancé avec une requête que les autorités ont fait vers des banques publiques d'investissement. Donc, la réunion d'aujourd'hui, il faut l'insérer dans cette dynamique qu'on a commencé depuis quelques mois et que d'ailleurs, on a déjà une autre réunion prévue pour le 17 juin. Je dirais que les obstacles, il y a une forte volonté et certainement le vice-premier ministre, le ministre des Transports le montre tout le temps qu'on s'est réunis avec lui. Après, je ne voudrais pas vous cacher qu'il y a des obstacles plutôt structurels. Par exemple, si on veut vraiment attirer des investissements privés, il faut améliorer, au moins renforcer le climat des affaires. Il faut aussi définir quel pourrait être le rôle de l'État dans tous ces grands projets. Un rôle régulateur pour laisser de la place aux opérateurs privés vraiment de pouvoir développer ces fonctions. Il y a aussi une autre fonction à laquelle nous sommes très fortement engagés, de nouveau, comme je vous ai dit. Quand on parle de ces parties, on veut désenclaver toutes ces parties du pays. Ce n'est pas seulement le transport des minerais. On va parler d'agriculture, on veut parler des infrastructures de base, on veut parler des télécommunications, d'énergie. Vous voyez, ce sont des discussions vraiment d'ampleur. Mais de nouveau, je voudrais réitérer le fort engagement de la part du ministre Bemba et que ça nous rassure et que ça nous fait progresser. Et il y a un dialogue qui a commencé de manière timide, mais maintenant on est en pleine vitesse.